Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc bienvenue sur la chaîne CryptoFort et Actualité Crypto, donc numéro 59. Aujourd'hui on va parler donc comme d'habitude des projets, petites mises à jour du projet comme le VeChain, Ripple, XRP, mais également VV Digital Collectibles. Donc on va parler de trois projets aujourd'hui. Et sinon, en fin de vidéo, comme d'habitude, on parlera des actualités crypto plus générales, mais également économiques. Et donc là, franchement, vous allez voir, je vous conseille vraiment en tout cas d'écouter les actualités économiques. Donc à la limite, vous pouvez même bypasser tout ce que je dis avant et aller directement au chapitre actualités économiques parce que il y a des choses quand même assez intéressantes sur le plan de l'avenir bancaire, notamment en 2024, et du point de vue en plus de la Banque Centrale Européenne. Donc là, ça s'annonce, ils commencent à flipper en fait, les mecs à la Banque Centrale Européenne, et ils le font savoir un petit peu à leur sauce, et ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est pas bon du tout pour la suite du système bancaire en 2024, on peut l'imaginer en tout cas. Bon, donc voilà les amis, sinon bah, écoutez, je rappelle également, je n'ai pas la science infuse, très important, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement, et surtout, vous devez faire vos propres recherches. Je vous y engage très fortement, les amis, c'est hyper important de toujours avoir sa propre opinion avec ses propres recherches, puisque on va voir aussi dans cette vidéo comment c'est facile vraiment de manipuler les masses, et surtout même, on le voit avec l'exemple criant des agriculteurs. Bah, on voit que là déjà ça commence à diviser et ça c'est une opération, une communication encore une fois très forte, parce qu'ils sont très forts pour ça, du gouvernement et des gouvernements, et j'en passe des meilleurs. Voilà. Bon bah écoutez, on va parler de tout ça là, mais surtout préparez-vous, prenez un petit café, un petit sandwich et puis c'est parti. On va commencer les amis par la fondation VeChain et notamment donc là vous voyez j'ai un post donc de la fondation VeChain qui a retweeté plutôt un post de Splendid.vet comme vous pouvez le voir ici et qui fait référence tout simplement lui-même à DNV Assurance, donc un tweet officiel de DNV Assurance. Et vous savez, j'avais montré la semaine dernière un sondage déjà qui avait été fait par DNV Assurance qui est en partenaire, je vous rappelle, avec la fondation VeChain. C'est pour ça que j'en avais parlé. Et donc là, DNV Assurance a remontré donc, des chiffres d'un autre sondage où cette fois, ils parlent tout simplement de la traçabilité dans les entreprises. Et ils disent que là, vous avez 58% des personnes, des entreprises sondées, qui ont effectivement déclaré qu'elles avaient mis en place des actions pour la traçabilité donc dans leurs entreprises. Et donc, ces 58% des entreprises sondées là l'ont fait dans les 5 dernières années. Et donc, sur les 58%, on avait également 25% qui ont commencé il y a moins de 2 ans à mettre en place des actions pour améliorer la traçabilité des choses dans leurs entreprises. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers ce sondage, eh bien, vous avez des petites entreprises qui commencent, comme là on dit catching up, c'est-à-dire à s'y mettre, à comprendre que la révolution d'aujourd'hui, de demain, dans le monde des entreprises, que ce soit des industries, des entreprises du numérique, etc., c'est la traçabilité des données, les données numériques, etc., le data. Ça, c'est un grand classique, et notamment les plus grosses entreprises aujourd'hui qui font en plus les plus gros bénéfices, les plus gros chiffres d'affaires, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles se jettent toutes sur les données numériques. On le voit, c'est vraiment une guerre commerciale presque entre les entreprises qui s'achètent, se vendent les données numériques sur notre dos à nous, le bon bétail que l'on est, avec nos données personnelles, évidemment. Donc, c'est là ce qu'on voit également dans ce tweet, c'est tout simplement que tout ce qui est l'aspect de traçabilité, eh bien, c'est quelque part une révolution liée aux données numériques, mais évidemment à l'intelligence artificielle, parce que comment ils arrivent à relever les données numériques, c'est grâce à des moyens de code automatiques, ils ne vont pas faire ça à la main, donc l'intelligence artificielle. Et donc la blockchain et le VeChain, comme vous voyez venir, la blockchain et le VeChain, c'est des outils parfaits pour justement améliorer la traçabilité dans les entreprises à travers la blockchain. Voilà, et c'est ce que dit à peu près Splendid.vet, c'est que VeChain, voilà, améliore la confiance, la collaboration entre les individus, les business et les institutions. Donc la traçabilité est là pour aider en fait à peu près tous ces gens, tous ces utilisateurs-là, à améliorer les process, entre guillemets, dans un monde plus traçable, un monde meilleur, etc. Voilà, donc là on voit vraiment de plus en plus que
VeChain, pourquoi c'est un projet quand même solide? C'est parce qu'il est vraiment bien positionné dans la révolution, je dirais une des plus grosses révolutions depuis Internet au final. C'est la blockchain et ce genre d'avancée, quoi. Voilà les amis, donc première information, ensuite deuxième information. Donc cette fois-là, j'ai un poste de la fondation VeChain directement, comme vous pouvez le voir, et il fait référence donc à VeChain.energy. C'est vrai, j'en ai jamais parlé. C'est tout ce qui est l'aspect des noms de domaine. Donc vous savez que même sur le web 2.0, sur Internet, vous avez possibilité, donc si vous voulez créer un site Internet, de réserver, d'acheter un nom de domaine. Et bien là, sachez que dans le web 3.0, c'est désormais le cas. Vous avez la possibilité, notamment avec Ethereum, c'est très connu, de réserver des noms de domaine en .eth. Et donc vous avez même un business qui s'est fait mais absolu, enfin, incroyable sur ce niveau-là, c'est que vous avez des noms de domaine en ETH, notamment avec des marques connues, qui sont vendus pour des centaines de milliers de dollars sur le web 3.0. Comme le web 2.0, hein, vous avez des noms de domaine, notamment si demain vous avez Coca-Cola, hein, le nom de domaine de Coca-Cola, ben, Coca-Cola qui a sa marque basée dessus et tout, ben, n'aura pas le choix que vous l'achetez en fait pour des millions de dollars. Parce que vous savez, vous, que vous pouvez marchander là-dessus et eux, ils n'ont pas le choix de l'avoir. Et il y a eu des personnes qui sont devenues très riches par le business en fait d'achat et de revente de noms de domaine dans le web 2.0, et notamment dans les années 2000, avec la bulle des années Internet, ça a été également très très prisé ce genre de process. Bref, donc là c'est pour vous dire que là, pour en revenir à VeChain, eh bien VeChain a également mis en place ce système de nom de domaine, donc c'est en .vet, comme vous pouvez voir là, en vet domaine, avec vet.domains, et donc là, le principe, je vous montre, j'ai même un article dessus de Medium, qu'on peut voir ici, c'est le principe, c'est qu'ils ont mis ça en place l'année dernière en fait. Et j'avais pas vu, donc je ne vous ai pas montré, je suis désolé. Mais je viens vraiment de m'en rendre compte maintenant, donc je vous le montre en vitesse. Et vous avez donc du coup, vous avez eu trois étapes. Donc il y a eu une pré-registration donc au début de l'année dernière, donc c'était 31 janvier apparemment. Vous aviez la possibilité pour toutes les personnes au sein de la fondation VeChain ou même qui est connue au sein de la communauté VeChain de réserver leur nom automatiquement gratuitement. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où vous aviez donc en février 2023 eh bien, la possibilité pour ces personnes-là de réclamer leur nom directement sur Twitter. Et là, il montre un exemple, c'est-à-dire Eisenrach. Ben, si son pseudo c'est @Eisenrach, eh bien, il peut réclamer gratuitement le nom de domaine VeChain, c'est eisenreich.vet. Voilà. Donc c'est assez intéressant quand même. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a des personnes qui peuvent. Enfin là, c'est limité au nom, on va dire. Mais vous pouvez également mettre n'importe quoi. Et réserver également derrière. Et donc depuis, donc là c'est depuis début d'année 2023, c'est également ouvert au public. Et donc pour cela, il suffit d'aller sur vchain.energy et vous retrouverez, pourquoi pas, un nom de domaine. Et ça ressemblera à ça. Et vous voyez que c'est bien .vet, le web3.names. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas une réservation d'un nom de domaine pour un site internet, hein. Faut pas rêver. Pour l'instant, c'est uniquement des noms. Ils disent bien d'ailleurs le Web3 pour les noms, c'est-à-dire que si vous avez ce nom de domaine, on va dire pour les noms, et que vous l'avez réservé, eh bien vous aurez la possibilité de le mettre sur votre portefeuille numérique. Et donc plutôt que de voir l'adresse en fait de suite de caractères et de chiffres imbipables sur votre adresse de portefeuille numérique, eh bien vous aurez directement votre nom affiché à la place de l'adresse. Donc là on entre dans quelque chose, et l'objectif le dit très bien VeChain, c'est que bah, on n'est plus dans une suite quand on voit les adresses de caractères d'anonymité à 100%, parce que c'est pas forcément anonyme. Si vous faites des recherches, vous retrouvez après à qui appartient tel portefeuille. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de personnaliser votre adresse et donc de la rendre quelque part plus attractive en termes d'adoption de masse pour le public, entre guillemets. Voilà, donc là on est vraiment, le VeChain, ils sont dans tous les niveaux, hein, ils sont à fond hein, dans l'adoption de masse sur vraiment, même sur des petites choses comme ça, c'est assez intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier pas peut-être vers les vrais noms de domaine, où vous aurez peut-être demain la possibilité de réserver un nom de domaine .vet, exactement comme c'est le cas avec Ethereum, pour ETH, et donc derrière vous pouvez faire le business de ce genre de choses. Pourquoi pas? Voilà.
Allez, troisième information, les amis, sur tout l'écosystème hein, du VeChain. Donc là, on a World of V, vous savez, donc la plateforme, célèbre plateforme de NFT en lien avec VeChain, qui, ça y est, a annoncé un partenariat avec Mint Watch, comme vous pouvez le voir ici, et donc, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect de montre de luxe. Alors c'est vrai que moi j'aime bien, personnellement, je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien le monde des montres et tout. C'est vrai que moi j'aimerais bien me lancer sérieusement, là j'ai pas le temps, mais c'est un projet qui me titille là pour les années à venir. Et donc là, bah, vous voyez, ça y est, on voit encore une fois un exemple tout simplement du feed digital au final, et donc de l'aspect physique qui mêle l'aspect virtuel, et donc derrière vous avez la possibilité désormais d'avoir une certification que si vous achetez une montre physique, eh bien si elle a son NFT sur World of V, ou si vous faites l'inverse, vous achetez le NFT, ben, vous savez que c'est forcément lié à une vraie montre et que ce que vous avez en face de vous physiquement, logiquement, avec ce NFT-là certifié, eh bien, c'est une vraie Rolex, par exemple. Parce que le monde de la contrefaçon est tellement répandu aujourd'hui que c'est même très difficile, des fois, avec des belles contrefaçons, de faire la différence entre une vraie Rolex et une fausse. Voilà. Donc là, on voit qu'on rentre dans quelque chose où la blockchain permet vraiment de plus en plus de supprimer, hein, de mettre de côté la contrefaçon. Et c'est étonnant, enfin, c'est marrant, parce que c'est à la base une des premiers credos de la fondation VeChain, c'était supprimer la contrefaçon. En tout cas, c'était le PDG de la fondation VeChain, donc Sonny Lu, un ancien de Louis Vuitton, il me semble, qui justement avait été confronté à la contrefaçon dans le luxe. Et donc là, on retrouve clairement, ça y est, c'est en train de dépasser la fondation VeChain et de se répandre dans le monde du web 3.0, tout ça. Allez, je continue les amis. Donc là, je suis sur VeChain Statistics. Donc c'est vrai que j'aime bien vous montrer de temps en temps régulièrement plutôt les chiffres, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que les chiffres de toute façon pour juger un projet. Donc là, on voit notamment au niveau des transactions, vous voyez, sur les transactions, qu'en 7 jours, on a 1 311 000 transactions qui ont été effectuées donc, sur l'écosystème du VeChain et 145 000 en 24 heures. Donc c'est vraiment pas mal, hein. On voit que ça continue de grimper. Et sinon, je vais vous montrer également donc, le nombre de comptes pour voir un peu l'adoption, où ça en est hein, au niveau du VeChain, si ça veut bien marcher. Nombre donc, de comptes, d'adresses plutôt basés sur l'écosystème du VeChain, eh bien vous savez que là on a actuellement 2 732 235 portefeuilles quand même du moins adresses connues hein, sur le VeChain. Donc c'est quand même assez énorme et on voit bien que là, vous voyez, il y a une augmentation quand même assez fulgurante hein, depuis novembre 2023 et que ça continue de grimper tout à fait le nombre d'ouvertures de comptes sur l'écosystème du VeChain. Bon, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, donc on voit que VeChain est toujours dans une phase de croissance, clairement. Voilà les amis pour la fondation VeChain, pour l'écosystème du VeChain, pour la mise à jour du projet. Donc je vous invite à voir la vidéo, vous voulez en savoir plus sur ce projet si vous ne connaissez pas. Et puis sinon, écoutez, on va passer au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectible. Et notamment, donc vous voyez avec les premiers drops, donc là vous avez un drop de Juggernaut qui est prévu, donc c'est les X-Men, hein, ça clairement, qui est prévu donc dimanche le 28 à 8 heures précises du matin. Donc là, on voit que ça continue toute la série des drops, notamment en lien avec les partenariats avec Marvel, etc., l'X-Men et tout. Ensuite, vous avez également, à titre d'exemple, hein, là, je ne mets pas tous les drops, bien évidemment, ça sert à rien, c'est juste à titre d'exemple. Donc là, vous avez également au niveau des comics, donc l'édition 321 de Daredevil, qui est en plus basée de 1964. Donc là, on voit effectivement que ça commence à dater. Et donc, bien sûr, alors j'ai pas la date, qui est déjà sorti en fait, sorti le 25, ça il est sorti le 25 janvier. Bon, voilà les amis, donc on voit que là ça continue les drops sur VV Digital Collectibles, et sinon maintenant on va passer donc au cœur du sujet, c'est-à-dire les dernières annonces faites par l'entreprise, par l'application. Donc là ils disent ce n'est pas un exercice, donc là ils disent en gros, grosse annonce, donc on va voir qu'est-ce que c'est. Et ils disent nous avons le plaisir de vous introduire les premiers bénéfices du Master Collector Programme au niveau des points. Que vous savez que le Master Collector Programme, c'est quelque part un système de classement où plus vous êtes actif sur l'application et plus vous récoltez des points d'activité, entre guillemets, et plus vous collectionnez également des collectibles et plus vous avez de points. Et donc là, c'est vrai que ça ne sert à rien jusqu'à ce moment, juste pour avoir un système de classement, mais ça ne sert à rien concrètement.
Et apparemment, avec leur nouveau système, eh bien, on va pouvoir désormais dépenser donc ces points du Master Collector Programme pour participer tout simplement, avoir des chances de réserver un drop. Et ça, c'est énorme. Parce que par exemple, si vous voulez absolument acheter un drop en version sur le marché primaire, aujourd'hui c'est quasiment impossible, hein. Quand vous avez un drop, c'est quasiment impossible d'obtenir une réservation d'un drop, d'obtenir un drop tout simplement, tellement il y a de demandes. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à acheter notamment éventuellement un collectible sur le marché primaire au moment où il sort en drop, c'est les gens qui cliquent sur le bouton acheter comme des fous. J'ai vu ça pendant une minute, et encore, c'est même pas gagné. Mais bon. Donc voilà, tellement le succès est fou au final sur l'application. Et donc, comme c'est frustrant pour certaines personnes, parce que c'est la seule chance d'avoir des secrets rares, notamment à des prix du marché primaire. Donc si vous payez 50 balles pour le drop et que vous arrivez à choper un secret rare, vous pouvez le revendre 500 balles. Bon bah voilà, donc on voit un peu c'est un peu pour ce genre de choses, hein, que le système du marché primaire est attractif. Mais après, vous pouvez ne pas avoir de chance, vous arrivez à avoir le drop, vous tombez sur un commun, ça vaut moins cher que le prix que vous avez mis initialement dans le drop. Voilà, donc c'est un peu kiff-kiff, hein. Et avec ce nouveau système de MCP Collector Programme, enfin, du Master Collector Programme, avec les points qui peuvent être utilisés désormais, eh bien, peut-être qu'on aura la possibilité d'éviter un trop grand nombre de personnes sur les drops. Voilà. Donc, c'est à voir comment ça tourne, si c'est bien mis en place et tout, mais en tout cas, on voit que ça commence à vraiment ressembler à quelque chose, hein, sur le concret, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais après, c'est pas non plus une nouvelle de fou, hein, on va pas se mentir, c'est pas la folie, quoi. Par contre, ce qui est la folie, c'est ça. Donc c'est ce nouveau partenariat annoncé cette fois. Donc là, tenez-vous bien les amis, là par contre ça fait un peu game changer si je puis dire. Puisque j'ai un tweet, vous voyez, de Comics and Crypto qui a été relayé par PV Digital Collectible, hein, donc validé en tant que tel comme information, qui annonce un partenariat, vous voyez, donc c'est au niveau de l'annoncement, hein, entre VV et CGC, c'est-à-dire un label qui permet de grader des comics. Donc c'est vraiment pas rien. Après, c'est pas très connu en Europe, mais c'est surtout très connu aux États-Unis, hein, dans un pays anglophone. Et CGC Comics, regardez, c'est tout simplement le premier, le plus large et l'intermédiaire qui a le plus de confiance dans tous les services de gradation des comics, avec plus de 10 millions de collectibles certifiés depuis les années 2000. Depuis 2000. Donc là, on voit qu'on est dans quelque chose d'assez lourd sur ce plan industriel, hein, si je peux dire, dans la gradation des comics, et que désormais, il faut savoir qu'on a un partenariat exclusif. Donc là, c'est pas un partenariat lambda, c'est un partenariat exclusif. Donc là, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, ça ressemblera à ça, les étiquettes, vous voyez, il y aura le logo de VV, et derrière, vous aurez la copie physique du produit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'a pas vraiment de détails sur comment ça va ressembler concrètement ce partenariat sur le plan physique, NFT et tout, mais on peut imaginer déjà que la personne qui va acheter peut-être ou faire grader son comics recevra en fait la copie sur VV. Et qu'après, elle devra payer peut-être plus cher la gradation, mais en tout cas, quand elle va recevoir chez elle son comic gradé avec sa note physique, elle aura peut-être, logique, hein, normalement, la copie NFT virtuelle également sur son compte VV en scannant une puce RFID ou un code barre présent sur la carte gradée, enfin sur le comics gradé plutôt. Donc là, on est dans quelque chose, vraiment c'est game changer dans le sens où VV, qui était à la base enfin, uniquement quelque chose de collectible 3D en réalité augmentée, une application virtuelle et tout, rentre là clairement dans un autre niveau, c'est-à-dire qu'elle a une utilité également de certification, parce qu'aujourd'hui, elle va permettre de certifier, comme le système de montre que je vous ai montré avec World of V notamment, là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'elle va permettre, grâce à la blockchain et au NFT, de prouver que CGC bien certifié et que c'est pas une contrefaçon, parce que désormais il y a même des contrefaçons de ce genre de cartes. C'est ça qui est fou, c'est que vous avez même des faussaires, ils mettent l'énergie pour créer des fausses gradations. C'est un monde de fou quoi. Mais c'est possible désormais. Et ça arrive. Et donc là, c'est pour ça qu'avec ça, avec la blockchain,
VV rentre dans un cadre où même ils deviennent quelque part un intermédiaire également de certification pour les copies physiques. Donc là, ce que je vous dis, là c'est marrant parce que ça tombe, ça a été caché, hein, je l'ai pas vu venir du tout, mais c'est au moment où en plus ça sort, où vous avez tous les investisseurs qui sont vénères, ils crachent sur le projet presque, et quand on voit ça sortir, on se dit qu'effectivement, VV est là pour rester. Et d'ailleurs, ce qu'il dit ici, hein, ce sera le signal, c'est Comics and Crypto, c'est-à-dire c'est qui le disent, Comics and Crypto, ce sera le signal que les collectionneurs physiques de VV sont là pour rester. Vous voyez? Donc ça veut dire que quelque part le projet aussi est là pour rester. Donc très intéressant, c'est pour ça que c'est très important les amis de garder toujours la tête froide, euh, d'avoir un recul un peu macroéconomique sur ces choses-là parce que des fois, vous voyez, ça joue à pas grand-chose, hein. Bon, maintenant on va passer tout ce qui est l'aspect des statistiques, hein, qui sont effectivement en baisse et pas très bonnes, on va dire, sur le sens mathématique depuis 2 ans, hein, là, en toute objectivité. Donc là, on repasse sur les statistiques donc d'une semaine à l'autre. Donc vous voyez en live, là, on est en baisse totale au niveau des statistiques. Ça, c'est d'heure en heure, bon, ça veut rien dire. Mais en tout cas, au niveau du mois, on est en hausse. Vous voyez, on est à plus 8% sur le chiffre d'affaires, au final, entre guillemets, de l'application VV. Les portefeuilles actifs, on a une augmentation quasiment nulle, hein, 0,84%, ça ne veut rien dire. Et en semaine, par contre, en semaine, par rapport à la semaine dernière, là on est pas mal, hein, on a 22% de vente de chiffres, enfin, de gemmes en plus, de chiffre d'affaires, et on a 14,5% de portefeuille actifs en plus. Donc ça c'est plutôt révélateur, ça c'est plutôt bon signe par rapport à la semaine dernière. Maintenant, au niveau des transactions, bon, on va refaire un peu rapidement le check-up, les amis. Donc, les transactions, on voit que c'est toujours à peu près la même chose, hein, par rapport au total. On n'a pas trop aussi, on a un peu moins de transactions quand même, en général qu'avant. Bon, ça ne veut rien dire à ce niveau-là. Ensuite, là, on a les transactions par rareté, bon, on s'en fout. Voilà, les gemmes. Là, ça va être intéressant d'analyser les achats de gemmes. Donc là, vous voyez que le chiffre d'affaires, on l'a vu, il est vraiment en baisse tout le bear market, ça a été un peu l'effondrement, hein, mais ça reste très très propre dans le sens où là, on a quand même sur un mois 1,5 million de chiffre d'affaires pour la société, donc large, large, on va dire. Mais sur le coup, c'est bien d'analyser quand même la tendance parce que ça peut devenir inquiétant, ça baisse de trop. Donc là, sur 30 jours, on voit qu'effectivement, il y a une reprise là, au niveau des derniers drops, hein, on voit qu'il y a une reprise des achats de gemmes. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bon signe ça pour le futur enfin, en tout cas le futur court terme, hein, du projet. Et effectivement, sur 90 jours, là aussi, on voit qu'ils ont repris un petit pic record depuis 2023, hein. En fait, là, on a le record d'achat de gemmes tout simplement depuis 2023, les amis. Donc là, on voit que ça a été le record atteint en 2024 par VV, c'est 123 000 dollars sur, je crois que c'est sur un jour, ça? Moi, c'est sur un jour. Enfin, une journée, ils sont arrivés à faire 120 000 dollars. Quand même, pour dire, quand même, c'est assez chaud. Ensuite, les portefeuilles actifs. Donc là, on voit que ça reste plutôt dans la moyenne stable. Sur 30 jours, ça a baissé quand même. Attends, je reprends la totalité. Donc là, on voit que la tendance générale est à la baisse, comme le chiffre d'affaires, hein, depuis 2 ans. Donc là, après, c'est vrai qu'on a que le chiffre de 2023. Mais sur les derniers jours, bon, la dernière semaine, ça reste plutôt stable. Là, je prends 30 jours. Bon, ça reste. Ouais, sur tout le mois 2024, c'est resté stable. Et sur 90 jours, bon, ça a resté plutôt moyen. Voilà, sur 90 jours, on voit que c'est quand même plutôt à la baisse en général. Bon, les amis, moi, je crois qu'on a vu le tour, hein, rapidement pour la semaine, rien de plus. Donc sinon, écoutez, on va s'arrêter là pour les mises à jour de l'application VV. Hop, je vous invite à voir la vidéo si vous voulez connaître un peu plus d'informations sur ce projet, si vous ne savez pas ce que c'est. Et puis sinon, on va passer au prochain projet, c'est-à-dire Ripple. Informations, donc déjà, on va commencer par les informations un peu solides, là, les amis, avec Ripple, notamment avec un tweet, vous voyez, de l'entreprise Ripple directement, qui parle de l'intervention de Brad Garlinghouse, c'est-à-dire le PDG CEO de Ripple, au WEF de 2024. Donc, je vais vous montrer ça, j'ai carrément mis la main, vous voyez, hop, sur l'intervention, sur la vidéo, le passage de l'intervention de Brad Garlinghouse au Forum économique mondial. Donc vous voyez, regardez, j'ai carrément la vidéo, hein, de 46 minutes, ça dure 46 minutes 19 secondes.
Et vous avez Brad Garlinghouse qui est repérable ici, aux côtés de plusieurs personnes totalement inconnues au bataillon. En tout cas, personnellement, je ne connais pas du tout. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant de voir justement les speakers, c'est écrit ici qui sont. Et donc avant tout, parce que c'est vrai que je vous avais déjà parlé du WEF, enfin, forum de Davos, la semaine dernière, hein, rapidement. Vous avez dit qu'il y avait Brad Garlinghouse qui était intervenu sur un plateau, où il a été interrogé par une journaliste de Fox News. Mais là, on est vraiment dans un autre cadre. C'est vraiment une conférence hein, en direct, public, de Brad Garlinghouse, avec d'autres personnes. Et donc là, déjà, pour ouvrir la parenthèse, déjà, c'est vrai que le forum de Davos, je rappelle, moi personnellement, c'est le mal absolu. Je le dis, hein, c'est tous les élitistes mondiaux qui décident de notre sort sans nous donner notre avis. Enfin, voilà, sans nous demander notre avis, notre opinion. Et donc, c'est vrai qu'au forum de Davos, après, c'est la sphère du complotisme, hein, comme diraient les médias traditionnels, mais c'est vrai qu'il sort beaucoup de choses du forum de Davos et surtout des hypothèses lunaires. Il est même sorti à un moment le fait de parquer l'humanité entre des murs de béton sur, enfin, sur une muraille quelque part avec des habitations à l'intérieur et qu'on serait tous parqués là-dedans sur des kilomètres et des kilomètres de long, notamment enfin bref. Des trucs totalement atypiques, et pourtant, ils se présentent ça dans une conférence, ils mettent leur petit truc d'animation et tout, et ils vous présentent ça comme si c'était normal. Voilà, donc c'est avec une vision très dystopique du monde qu'ils essayent de balancer derrière. Donc vous avez beaucoup de choses du réchauffement climatique et tout, enfin, voilà. Bon, du coup, je ferme la parenthèse, hein. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que, comme par du forum de Davos, je suis obligé de mettre une petite couche là-dessus, je me sens obligé en tout cas. Hein. Et sinon, voilà, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'entendre ça. Mais sinon, par contre, pour en revenir maintenant à Brad Garlinghouse et à Ripple, c'est quand même très bon signe. Alors, ça, c'est un peu le paradoxe, hein, qu'il soit là, parce que ça veut dire que c'est, enfin, si je ne me trompe pas, c'est un des seuls PDG d'un projet crypto, hein, du moins dans le top 10 des projets crypto connus en termes de capitalisation boursière, donc, qui a été invité et qui est en train de participer activement au forum de Davos. Et comme c'est que les pontes, les élites mondialistes qui sont invités au forum de Davos, eh bien c'est quand même très révélateur sur la légitimité de plus en plus forte qu'en train de gagner quelque part Ripple et le XRP dans ce monde-là. Voilà, parce que, et là on va parler hein, de toutes ces élites mondialistes, que rien que dans ces personnes-là, vous allez voir dans les speakers, comme ils appellent ça, dans les personnes qui parlent, qui interviennent dans cette conférence, vous avez donc Jirayut Srup Rizopa, alors je n'arrive pas bien à dire son nom, mais peu importe, c'est le PDG de BitCube Capital Group, donc c'est un exchange crypto qui est présent en Thaïlande. Vous avez Paul Mopo-chan, c'est le secrétaire financier, enfin c'est le Financial Secretary donc, un gros poste forcément au gouvernement de Hong Kong, dans la région de HKZA, on me dit ça. Donc là, c'est quelque part un équivalent de Bruno Le Maire, mais à Hong Kong, du moins son sous-secrétaire ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit gouvernement, hein, c'est pas n'importe qui. Ensuite, très connu, Michael Sonnenschein. Donc lui, c'est le PDG de Grayscale, carrément. Donc Grayscale, je rappelle que c'est un fonds, un gestionnaire d'actifs, même titre que BlackRock quasiment, mais qui a 50 milliards d'actifs sous gestion au lieu des 8000 milliards de BlackRock. Donc c'est un mini BlackRock, mais quand même, et là c'est le PDG qui est directement là, et je rappelle que Grayscale a été l'un des gestionnaires d'actifs qui a obtenu l'approbation de la SEC pour les ETF Bitcoin Spot. Ah, comme par hasard. Vous voyez, le monde est petit, hein, et il était à côté de... D'ailleurs, je crois qu'il était à côté de Brad Garlinghouse. Marrant quand même. Bref. Ensuite, vous avez Inga Mullen, qui est la PDG de Fluency Group. Donc, je crois que c'est un groupe dans la communication ou marketing, les deux. Après, vous avez Brendan Vaughan, c'est l'éditeur en chef de Fast Company. Donc, c'est un des plus gros médias mondiaux dans tout ce qui est technologie, etc. Et enfin, vous aviez Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple. Donc là, on voit quand même que ces petits mondes-là, c'est pas rien. On voit bien que c'est des personnes qui influencent totalement le monde, l'économie de demain à travers ça. Et donc, c'est assez révélateur, c'est qu'on a Brad Garlinghouse, qui est à côté en plus du PDG de Grayscale, notamment pour les ETF. Et vous allez voir ce qui est marrant, regardez comme par hasard la prochaine nouvelle que je vais vous montrer. Donc hop, voilà, de The Crypto Basics, c'est Ripple cherche maintenant, je traduis, hein,
a recruté donc un senior manager pour manager les ETF XRP. Ah bah c'est marrant ça. Donc ça veut dire que depuis qu'il y a eu les ETF Bitcoin Spot qui ont été validés, et ben maintenant ça y est, tous les gros projets un peu crypto, bah, vous avez déjà désormais l'ETF ouais, Ethereum qui est sur la Select, hein, par la SEC, en train d'être étudié. Et maintenant, bah, pourquoi pas, vous aurez en plus à l'avenir l'ETF sur le XRP, puisque vous avez Brad Garlinghouse qui mange avec, bah, en tout cas, on va dire, il parle avec le PDG de Grayscale, notamment à des événements comme Davos. Donc, on voit que tout ça, quand même, est bien goupillé et que les signaux sont plutôt bons là-dessus. Après, il reste à voir si Ripple arrive à tirer son épingle du jeu par rapport à la SEC. Ça, c'est une autre histoire encore, que bah, c'est mal parti quand même pour qu'il y ait une approbation, hein, d'un éventuel ETF de XRP par la SEC, vu que là, ils sont encore en procès, en train de se tirer dessus comme des malades, là, la SEC et XRP. Bon, et Ripple, pardon. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant quand même de voir comment tourne le monde au final, hein, clairement. Bon, maintenant, j'ai un article de Coin Tribune, les amis, et là, on va redescendre un peu sur Terre. C'est Crypto Kaiser, donc c'est un investisseur très connu, prédit la chute de Solana et XRP. Donc là, c'est bien d'avoir les deux sons de cloche, d'avoir, ok, c'est bien, mais c'est mal aussi. C'est-à-dire que le marché des cryptos est en alerte suite aux prévisions choc de Max Kaiser. Cet expert renommé prédit en effet l'effondrement de Solana et face au Bitcoin et des difficultés pour le XRP. Voilà. En fait, ce qu'il dit, Kaiser, c'est vraiment très intéressant, même pour la suite des choses. On va en parler dans l'actualité économique, notamment au niveau des propos de la Banque Centrale Européenne et tout, qui s'inquiète un peu. Et c'est vrai que je vais rebondir là-dessus et je vais vous expliquer un petit peu, je vais aller plus loin encore que ce que dit l'article de Coin Tribune sur l'avis de Kaiser. Et effectivement, lui, ce qu'il dit Kaiser, là, en tout cas dans cet article, c'est que Solana, pour lui, a une garantie mathématique de s'effondrer par rapport au Bitcoin, donc carrément. Et par contre, le XRP, il dit que lui, effectivement, il voit des grosses turbulences. Donc, voilà, après, il dit pas, il donne pas de détails, hein. Mais pour lui, le principal problème de ces deux cryptos, c'est la centralisation. Et ça, c'est vrai que j'en avais parlé beaucoup dans les vidéos, notamment l'année dernière, c'est que le problème des majeurs des projets, là, même VeChain et tout, c'est qu'ils sont tous centralisés. Et donc demain, vous supprimez, boum, Fondation VeChain, vous la supprimez, bah, le développement du VeChain, l'arrêtez net, quoi. XRP, vous défoncez Ripple, bah, XRP, bah, il sera, la projection, c'est-à-dire du XRP, bah, sera stoppée net, c'est-à-dire il n'y aura plus de partenariat effectué, etc. Et de même pour beaucoup de projets. Et donc, c'est pour ça que Kaiser il dit que la seule crypto qui doit rester vraiment en lumière, c'est le Bitcoin au final, qui lui est décentralisé de nature et n'appartient à aucune bah, entité centralisatrice. Voilà. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'après, on peut se dire, oui, mais c'est ok, c'est centralisé, mais bon, à part une météorite qui tombe sur la tête et qui tue tout le monde, bah, bon, il n'y a aucune raison que tous les projets crypto centralisateurs soient détruits comme ça du jour au lendemain. Mais on va en parler dans l'actualité économique, parce que c'est vraiment, enfin, moi ça m'a vraiment titillé ce qu'il a dit, et pour ça j'ai cherché. Bon, parce que ces gens-là, ils savent des choses que nous, forcément, on ne sait pas, c'est les insiders un peu, ces gens-là. Bon, on va en parler après, hein. Je vous invite vraiment pour les actualités économiques à tenir, hein. Tenir le plus de tout le long de la vidéo. Ensuite, et c'est là où on voit aussi le contraste, c'est que là j'ai un autre article de Coin Tribune, donc là c'est du 21 janvier 2024, donc avant l'article de Kaiser, donc crypto XRP, les banques américaines embarquées dans un tourbillon inédit. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour le XRP? C'est qu'il est en train d'être adopté de masse aux États-Unis par les banques américaines. Donc c'est pour l'instant, bah, c'est très bon signe pour le XRP. Donc c'est totalement le contraste avec l'avis de Kaiser qui lui dit une semaine plus tard, malgré ces annonces-là, le XRP en gros va se faire défoncer. Bon, donc là, vous voyez, quand même, c'est assez choquant. Et on sent vraiment que c'est. Bah là, le contraste, on ne comprend plus rien. D'un côté, on nous dit le XRP va se péter la figure, de l'autre côté, on nous dit le XRP, finalement, waouh, est en train de tout bouffer sur son passage. Bon. Donc, on va en parler dans les actualités économiques, vous verrez, mais moi, j'ai ma petite idée sur ce qui peut se passer. On va voir. Mais en tout cas, voilà, pour le XRP, en tout cas, les amis, c'est fini, hein, la mise à jour pour aujourd'hui. Ce sera tout. Donc, je vous invite à voir là, hop.
avoir la vidéo pour plus d'informations si vous voulez en savoir plus sur le projet, à quoi il sert, etc., sur les paiements transfrontaliers et tout. Et puis sinon, bah, on va passer à écouter aux actualités crypto plus générales. Notamment avec un article de journalducoin.com, ETF Bitcoin pour Coinbase au début d'un mouvement d'envergure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, de plus en plus de monde, hein, que ce soit dans les plateformes exchange, que ce soit dans les administrations, les institutions, les gouvernements, sont en train de dire que le fait que le Bitcoin ait été adoubé par les gestionnaires d'actifs comme BlackRock à travers un ETF, bah, ça légitimise tellement le Bitcoin au même titre que l'or physique, que l'or numérique et surtout que les ETF liés à l'or, que bah, le Bitcoin désormais c'est plus le petit méchant vilain canard qui est dans la mare qui embête un peu tout le monde là au sein des banques et de la finance. C'est désormais un acteur majeur, incontournable presque dans les actifs de classe internationale. Voilà. Et donc bah, c'est ce que rappellent des experts là de Coinbase, c'est qu'ils disent bah, que désormais maintenant avec les ETF Bitcoin qui ont été validés au niveau spot, eh bien, on est dans une nouvelle ère, un nouveau chapitre de l'industrie crypto. On est désormais dans l'adoption de masse. Et ça rappelle vraiment l'évolution d'Internet dans les années 2000. C'est qu'Internet a eu plusieurs phases également. D'abord, ça a été militaire. Ensuite, c'est passé dans le civil. Ensuite, vous avez eu plutôt ces entreprises, les universités qui ont utilisé Internet au début. Vous avez petit à petit une démocratisation lente qui a été faite au début, et puis après, d'un coup, ça a été le raz de marée. Tout le monde a adopté Internet en très très peu de temps. Et là, avec les ETF Bitcoin Spot, on peut se dire qu'on est dans l'ère où on commence à adopter la crypto-monnaie rapidement, mais pas non plus à la folie. Mais en tout cas, on voit le rythme s'accélère quand même au fur et à mesure du temps pour l'industrie crypto, pour l'adoption de masse des crypto-monnaies. C'est plutôt évident à ce niveau-là, même si on est encore loin d'avoir une utilisation comme Internet, hein, ça c'est clair. Voilà les amis, là c'est intéressant comme article, ça je voulais vous montrer. Et ensuite, dernier article pour la route de cryptost.fr. Et là, vraiment, ça va définir. Mais on voit cet article, c'est la preuve qu'on est manipulé, mais comme des fous, en fait, depuis des années, une dizaine d'années. Là, c'est un article de cryptost.fr, donc 3100 milliards de dollars, c'est le montant utilisé à des fins illicites dans le système financier en 2023. Et donc, c'est le Nasdaq, ouais, c'est pas le Pékin à côté du comptoir qui a publié son rapport, c'est le Nasdaq, carrément, donc la bourse donc américaine, a publié un rapport indiquant que plus de 3100 milliards de dollars ont transité illicitement dans le système financier mondial en 2023. Ce rapport ne mentionne pas une seule fois le mot crypto-monnaie, soulignant ainsi la surévaluation du volume des transactions illicites prenant place sur la blockchain, estimée à seulement 24,2 milliards de dollars. Donc on a, pendant 10 ans, on nous a rabâché comme des malades par la Banque Centrale Européenne, pour ne dire que, et beaucoup de banquiers, enfin bref, on nous a dit le Bitcoin c'est pour les criminels, la blockchain, les cryptos c'est pour les criminels, surtout éloignez-vous de tout ça parce que vous serez considéré si vous l'utilisez comme un criminel. Sauf que maintenant, on se rend compte qu'avec, comme par hasard, les ETF Bitcoin Spot qui ont été validés, bah, vous avez désormais des rapports comme ça qui sont publiés, qui on dit pourquoi ils n'ont pas été publiés plus tôt comme là on pose la question. Mais là, aujourd'hui, comme par hasard, maintenant, c'est plus un problème que la blockchain et que le Bitcoin soient utilisés, puisqu'il a été adoubé par la finance institutionnelle quelque part. Et donc là, on voit, on a d'un côté donc 3100 milliards de dollars qui sont en plus repérés. Ça, c'est des chiffres qui sont sous les radars. Qui ont été repérés plutôt sur les radars. Mais on ne parle pas des montants qui n'ont pas été repérés, évidemment, par les autorités. Et là, il y a encore, j'imagine, des gros montants. Voilà, donc c'est pour vous dire que pendant 10 ans, on nous a vraiment manipulés. Effectivement, les banquiers, c'est pas leur intérêt de dire que le Bitcoin c'est une bonne chose. Et quand on y réfléchit, en plus c'est logique, c'est-à-dire que la blockchain, c'est justement l'outil parfait pour tracer les informations. Donc la moindre opération illicite effectuée sur la blockchain, elle reste transparente, infalsifiable, et les autorités peuvent très facilement remonter les informations à travers la blockchain. Donc, les criminels ont très vite compris que justement, ils ne devaient jamais utiliser la blockchain si vous voulez faire des transactions frauduleuses. Sinon, vous avez l'épée de Damoclès sur la tête à vie, quoi. Voilà, donc c'est plutôt logique en plus.
Bon, donc là, c'est pour vous dire vraiment à quel point enfin, on se fait manipuler. Et là encore, je prends l'exemple des agriculteurs notamment, rien à voir, hein. Mais quand je vois déjà la division qu'il y a actuellement grâce aux manœuvres politiques du gouvernement, notamment de Attal, qui a donné 3 francs 6 sous et que rentrez chez vous, c'est bon, maintenant on vous a donné 2 mesures, bah, on voit quand même là, il y a une division des agriculteurs et que ces gens-là, les gouvernements, sont très très forts justement dans la communication, dans la manipulation et dans le contrôle de l'information en fait. C'est pour ça que c'est hyper important, je rappelle, de toujours avoir ses propres recherches. Là, même moi, je vous dis, je vous en parle, mais même par rapport à moi, faites vos propres recherches parce qu'il faut que vous ayez votre propre opinion, mais sur absolument tout. Et donc ça, là, cet exemple des 3100 milliards de dollars comparé aux 24 milliards de dollars sur les cryptos, bah, c'est quelque chose qui peut être valable sur tous les secteurs, la santé, enfin, médical, les vaccins, rien que ça. Euh, bon. Ouais, les amis, donc ça c'est un exemple, vraiment, je tenais à vous montrer parce que on s'est vraiment payé notre tête quand même pendant 10 ans, quoi. Bon, voilà les amis, pour les actualités crypto générales, c'est fini. Donc maintenant, je vais passer aux actualités économiques. Là, vous allez voir, il y a des choses vraiment très intéressantes à dire, notamment au niveau de la Banque Centrale Européenne. Parce que j'ai un article de latribune.fr, donc BCE, donc la Banque Centrale Européenne, les banques accusées de trop bénéficier de la hausse des taux. Ah, manque de peau. 13 experts économiques et parlementaires européens appellent la Banque Centrale Européenne à revoir la rémunération des importantes réserves des banques au guichet de l'institution. Donc selon eux, dans le contexte actuel de taux élevés, cela leur confère un privilège exorbitant et pourrait constituer une menace directe pour l'efficacité et l'acceptation par le public de la politique monétaire. Autrement dit, en fait, vous avez tout le monde qui est en train de dire, oh, la Banque Centrale Européenne, vraiment, vous êtes en train de créer un problème qui est pire au final que le mal de base. C'est-à-dire que le mal de base, c'était l'inflation. La Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs à un plafond à quasiment pour justement lutter contre l'inflation, mais elle a une politique tellement agressive au niveau monétaire qu'elle est en train de créer une récession. Et bon, déjà, on a l'Allemagne qui est en récession, on a plusieurs pays européens qui sont en récession. La France, nous, on est en train d'y échapper, mais à un poilus de cheveux. Et encore, je suis pas sûr. Mais bon, on voit bien que tout s'est ralenti. On a une explosion des faillites des entreprises, notamment en France. Je l'ai déjà montré, je crois, la semaine dernière, avec un article. Donc on voit que là, en fait, le problème de la hausse des taux directeurs de la Banque centrale, c'est que ça provoque ralentissement de l'économie. Ça, c'est voulu, entre guillemets, mais sauf que s'il est trop fort, ça fait des gros dégâts. Et surtout, les banques, donc traditionnelles, hein, elles se gavent en fait. Elles ont fait des meilleures années, si je puis dire, sur une dizaine d'années, puisque avec la hausse des taux directeurs, elles peuvent répercuter leurs marges. Et donc, elles augmentent leurs marges, en fait, les banques. Et c'est pour ça elles font plus d'argent durant ce temps de crise, paradoxalement. Bon. Et donc, c'est pour ça que là, on a les experts commencent à s'inquiéter un peu, parce que comme les taux directeurs sont élevés, ok, à un niveau record, mais en plus durent dans le temps, puisque la Banque Centrale Européenne a déjà annoncé par le biais de Christine Lagarde qu'elle ne baisserait pas ses taux avant l'été, éventuellement. Donc là, on a peut-être pour 6 mois, là encore, 5-6 mois, à avoir les taux qui sont au plafond. Donc forcément, c'est pas très bon signe pour le reste, en gros pour l'économie. Bon. Donc là, c'est un peu l'introduction, hein, les amis, hein, sur la Banque Centrale Européenne. J'aurai un autre article après à vous montrer, là, qui résumera peut-être un peu tout, et qui expliquera peut-être aussi la vie de Kaiser et tout. Mais avant ça, je vais vous passer, hop, cet article-là, voilà, donc la Russie et l'Inde, donc c'est de newsday.fr. La Russie et l'Inde unissent leurs forces pour créer une économie numérique. Donc ça, c'est un peu l'aspect géopolitique, parce que bon, tout est lié, hein, l'économie, la géopolitique et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que là, on a eu un événement, c'est ce Smart Cities Day qui a eu lieu donc à New Delhi du 17 au 19 janvier, donc en Inde, là où est Macron en ce moment d'ailleurs. Mais bon, pour ce que ça change. Et je veux dire, et donc du coup, il y a eu cet événement, et durant cet événement, vous avez en fait un membre du Conseil donc, économique de l'Inde qui a révélé tout simplement un partenariat scellé entre la Russie et l'Inde sur les technologies de l'information, qu'ils veulent mettre en place une infrastructure commune, donc la Russie et l'Inde, et également sur l'économie numérique. Voilà.
Donc ça veut dire que, bah, si on résume la chose, on a nous, Macron qui est en Inde, au moment où ça pète en France, il fait de la figuration, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des accords qui ressortent de cette visite. Donc c'est de la figuration, mais par contre de l'autre côté, on a la Russie et l'Inde qui, eux, ont mis en place un partenariat au même moment, hein, quasiment, donc 17-19 janvier, et, euh, et donc ont mis en place quelque part, bah, ont scellé leur alliance économique, puisque je rappelle que la Russie et l'Inde sont partie de l'alliance des BRICS, c'est-à-dire une alliance économique. Or, la France et l'Inde ne font pas partie de cette alliance-là, enfin, n'ont pas d'alliance commune, on va dire, l'Inde et la France. Donc là, on est en train encore se faire enfumer, hein, nous, les Français, puisque on a la diplomatie qui marche pas du tout sur ce niveau-là. Bref, mais en tout cas, ce que ça révèle cet article, c'est tout simplement que bah, on est en train d'assister de plus en plus à la dédollarisation et à vraiment un schisme économique déjà du monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire entre le monde occidental et le reste au final. Voilà, tout ça sur le plan économique. Et ça, c'est pas bon pour bah, notre économie à nous, européenne, hein, puisqu'elle n'est déjà pas en bon état. Mais si en plus vous avez tous les autres pays, notamment émergents, hein, comme l'Inde, la Chine et tout, qui sont en train d'ailleurs de plus être émergents mais riches, si on peut dire, ben, on va avoir du souci à se faire. En tout cas, nous, sur le plan économique, avec la valeur de notre monnaie, l'euro. C'est déjà en train de se péter la figure en plus. Enfin, la totale, la totale. Mais sinon, je vais finir en beauté. Voilà, avec un article de Reuters, les amis. Donc, la Banque Centrale Européenne, donc tenez-vous bien le délire, demande tout simplement à certains prêteurs de vérifier donc, les réseaux sociaux pour anticiper d'éventuels signes de bank run. Je rappelle qu'un bank run, en fait, c'est une panique bancaire qui conduit généralement les gens à retirer en masse leur argent des banques et donc bah, provoquer les faillites. Donc ça, c'était au 24 janvier 2024. J'ai trouvé cet article uniquement sur Reuters en anglais. Il n'est pas en français nulle part ailleurs. Enfin, du moins, il est dans quelques médias indépendants, mais tous les médias officiels l'ont bypassé. Vous voyez un peu le délire. Donc, c'est pas bon signe, et ça, en même temps, ça peut expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, je pense que les autorités commencent à s'inquiéter de la politique monétaire agressive qu'elles mettent en place, et que là, on entre dans une phase en 2024 où, bah, comme les taux élevés sont mis en place sur le long terme, et c'est pas habituel, hein, normalement, on met en place des taux très hauts sur la part d'une banque centrale, pour avoir des effets quand même plutôt court-moyen terme, mais pas long terme. Là, on s'engage sur un peu du long terme, sur des taux élevés. Alors, pour une économie, quand vous restreignez une économie sur le long terme d'un pays, en général, ça fait des gros dégâts. Voilà. Donc, là, peut-être que la Banque Centrale Européenne, c'est un peu sa manière de dire, bon, ça commence un peu à chauffer, là. Donc, bah, surveillez un petit peu les réseaux sociaux, parce que s'il y a une banque qui coule, ça va te faire domino. Mais on nous a promis, on nous a dit depuis des années que nos banques européennes, à nous, elles sont solides. Alors, il n'y a pas de raison de vérifier les réseaux sociaux dans ce cas. Vous voyez un peu le délire. Donc ça, c'est les signaux que les autorités sont en train un peu de paniquer, là. Ils s'inquiètent en tout cas fortement. Et je pense à juste titre, parce que bah, c'est plutôt logique. Donc après, je vous dis, alors personnellement, je n'ai pas la science infuse. Je vous dis juste comment je vois, je me permets de donner mon humble avis sur la suite des choses, peut-être, je dis bien peut-être, en 2024. C'est qu'on aurait éventuellement, à cause des politiques monétaires agressives des banques centrales dans le monde, notamment de la Banque Centrale Européenne, et bien comme en plus on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on l'a vu, hein, l'inflation en décembre est repartie à la hausse, notamment en France, mais également au sein de l'Europe, l'Union européenne. Donc là, c'est vraiment pas bon. Donc ce que je voyais venir déjà, je vous l'avais dit dans une vidéo, j'avais fait une vidéo spécifique là-dessus, c'est qu'il y avait, on est en train de se profiler comme dans le scénario de 1973, du choc pétrolier, c'est-à-dire qu'on a eu une première vague d'inflation, donc 10%, un peu ce qu'on a eu en 2022. Ensuite, il y a eu une baisse, ça s'est stabilisé quelque temps. Donc tout le monde s'est reposé sur ses lauriers, dit c'est bon, c'est passé. Puis finalement, on a eu une deuxième vague d'inflation qui a été pire que la première. Donc, je me disais, est-ce que là, l'histoire va se répéter? Peut-être. Et malheureusement, bah, on dirait que l'histoire risque, je dis bien risque de se répéter. On sera vite fixé en janvier quand on aura les chiffres de l'inflation pour janvier 2024. Si l'inflation
rebaisse un peu ou se stabilise, peut-être qu'on va s'en sortir. Si ça repart à la hausse encore plus qu'en décembre, là on sera fixé, ça voudra dire qu'on a une nouvelle vague d'inflation au final qui se profile à l'horizon. Peut-être que c'est ce qu'ils anticipent également la Banque Centrale Européenne. Bref. Mais en tout cas, pour vous dire que je vois venir là pour 2024, éventuellement, hein, c'est peut-être un crash financier, crash boursier, avec en ligne de mire en fait les dettes des États. Donc éventuellement, peut-être, pourquoi pas, vu que les crédits, les emprunts sont de plus en plus durs à avoir, hein, vu que les taux sont élevés, que la Banque Centrale Européenne a déjà annoncé en 2023 qu'elle ne fournirait plus l'ardoise en final de crédits exceptionnels pour financer les dettes publiques des États dans l'Union Européenne. Parce que je vois venir, c'est que les États européens n'auront peut-être pas le choix que d'inonder le marché de bons du trésor pour financer leurs propres dettes. Pourquoi pas, hein. Après, c'est vraiment des hypothèses, hein, ce que je dis là. Et derrière, ça peut créer un crash boursier au final. Enfin, ça peut être une éventualité. Ou alors, ça viendra pas du tout là, le crash boursier, ça viendra d'un autre événement. Comme tout est instable en ce moment, tout est possible. Donc on risque peut-être un crash boursier qui fera derrière domino. C'est-à-dire, si on a un crash boursier, la crise bancaire qu'on a connue en 2023 avec la chute des banques américaines à 4-5 banques américaines sera ravivée, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un paquet de banques régionales aux États-Unis qui ne sont pas du tout en bonne forme. Et donc derrière, on aurait quelques banques américaines qui feraient faillite, le système bancaire américain qui s'effondrerait entre guillemets, ça contaminerait l'Europe, et ainsi de suite. Voilà. Et donc en fait, on se retrouverait avec une crise bancaire en Europe, surtout, c'est deuxième hypothèse pour la crise bancaire européenne, c'est qu'il faut savoir que nous en Europe, on ne le voit pas forcément parce que nous en France, c'est interdit, mais en France, en Europe, vous avez la moitié des pays qui sont à taux variable et la moitié des pays dans l'Union européenne qui sont à taux non variable, à taux fixe. Nous, en France, nous sommes sur des crédits à taux fixe. C'est la loi, hein, je crois que ça a été voté après la crise de 2008. Donc les crédits à taux variable ont été interdits, à juste titre, hein, heureusement. Mais ça a été le cas, ça, que dans la moitié des pays de l'Union européenne. Et donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui sont à taux variable, c'est-à-dire que les emprunteurs ont des crédits qui sont corrélés à la hausse des taux directeurs, enfin, aux taux directeurs des banques centrales européennes. Donc, ça veut dire que là, avec les taux qui sont très élevés et qui en plus durent dans le temps, et qui vont encore durer peut-être 6 mois encore là, avant d'avoir une éventuelle baisse, c'est-à-dire que vous avez la moitié des pays de l'Union européenne, où vous avez des citoyens qui ont des crédits à taux variable, extrêmement élevés du coup sur leur mensualité des crédits immobiliers ou des voitures, et qui doivent payer peut-être des fortunes en plus corrélées à l'inflation. Donc là, ce que je vois peut-être venir aussi, c'est un risque, et que peut-être prévoit la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on est même sans parler de la crise bancaire des États-Unis, etc., c'est vraiment uniquement à l'Union Européenne, c'est qu'on est des banques qui rencontrent des banqueroutes au final de la part de leurs clients, mais en masse dans l'Union Européenne. Ce ne sera pas le cas en France, hein, mais ailleurs, dans d'autres pays qui ont les taux variables. Enfin, ça, c'est possible. Et donc, dans ce cadre-là, ça provoquerait la chute d'une banque, et donc après, bank run, et ainsi de suite. Voilà. Ça peut être une hypothèse également, en fait, pourquoi la Banque Centrale Européenne commence à s'inquiéter un peu à ce niveau-là. Bon. Mais après, comme je l'ai dit, c'est que des hypothèses. Peut-être que rien de tout ça ne va se passer. Peut-être que les banques resteront très solides en Europe et qu'on passera 2024 et deux doigts dans le nez. Mais bon, je crois moyen quand même, parce que vu le bazar, rien que déjà avec la révolution sociale, bref. Voilà, mais en tout cas, c'était juste les amis, hein, c'était pour au cas où vous prévenir. Et donc je rappelle que je ne suis pas un conseiller en financier ni en investissement. Tout ce que je peux vous dire, c'est, j'ai déjà parlé de plusieurs solutions possibles pour essayer d'éventuellement de dispatcher son capital aussi hors des banques traditionnelles, hors du système traditionnel, sans pour autant le lâcher, hein. C'est juste de diversifier son panier, entre guillemets, d'investissement. Donc l'or, l'argent physique, classique, hein. Là, il n'y a pas de risque. Enfin, voilà, c'est vraiment valeur sûre. De plus en plus, pourquoi pas le Bitcoin, puisqu'il a été adoubé en plus par les mêmes banques, hein, quelque part, par les mêmes systèmes traditionnels financiers.
Donc, mais pas les banques, pas les bitcoins sous ETF, hein, surtout pas. C'est bien évidemment, c'est les bitcoins, les vrais bitcoins que vous pouvez mettre sur une clé à part, sur un cold wallet et tout, et que vous pouvez garder sur vous presque, entre guillemets, hein, hors du système bancaire également. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pistes. Et derrière, bien sûr, garder quand même son panier banque traditionnelle, parce que sans les banques, de toute façon, ne peut pas faire grand-chose non plus quand même. Voilà, mais en tout cas, diversifier, d'avoir une stratégie, je pense, de diversification, c'est peut-être de plus en plus important quand on voit même que la Banque Centrale Européenne est capable de lancer des petites informations comme ça, à la pêche. Non, allez-y, surveillez-moi les réseaux sociaux quoi, pour des éventuels bank runs. Après, quand même lunaire quand on y pense. Voilà les amis, donc bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette actualité donc crypto. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner éventuellement, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés sur la chaîne. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres actualités. On va rester fort pour 2024, on mérite. Et puis voilà, prenez soin de vous, la bise, ciao.